Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, salut les trailers, salut les trailers, et puis même ceux qui ne le sont pas, tout le monde est bienvenu dans le LTP. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, j'ai fait appel au fondateur du trail scientifique de Clécy et à son ingénieur d'études qui m'ont gentiment expliqué comment s'est passé cet événement un peu spécial. Et juste avant de vous le présenter plus précisément, je souhaitais passer un petit message. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à noter avec 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Je reçois dans cet épisode les organisateurs du trail scientifique de Clécy, et notamment Benoît Mauvieux, qui est le fondateur, et Corentin Ingrand, qui est l'ingénieur d'études au laboratoire Comet, qui a été en charge de cet événement. Benoît Mauvieux est chercheur à l'université de Caen, spécialiste de la physiologie des environnements extrêmes et maître de conférences en STAPS. Ils ont organisé du 11 au 14 novembre 2021 le trail scientifique de Clécy, un ultra-trail de 156 km et 6000 mètres de dénivelé, durant lequel 56 ultra-trailers, 13 femmes et 43 hommes âgés de 24 à 66 ans ont suivi à chaque tour de 26 km plusieurs tests scientifiques pour mieux comprendre les mécanismes d'adaptation physiologique et physiopathologique du corps humain. Nous parlerons de la genèse de ce projet, des différentes problématiques rencontrées pour l'organisation d'un tel événement, des soutiens qu'ils ont reçus et notamment de la part de la région, de l'accueil de la communauté scientifique et des multiples possibilités d'analyse que donneront une base de données scientifiques aussi importante. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Benoît Mauvieux et Corentin Ingrand. Je suis avec Benoît Mauvieux et Corentin Ingrand. Bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour. Alors, épisode un peu exceptionnel aujourd'hui, nous avons deux invités, Corentin et Benoît. Je vous laisse vous présenter déjà, on commence par Benoît par exemple. Alors, bonjour, moi je m'appelle Benoît Mauvieux, je suis enseignant-chercheur à l'université à Caen. Alors, enseignant-chercheur, ça veue dire que j'enseigne à la faculté des sciences du sport, à l'UFR STAPS. Je suis prof plutôt de physio, d'anatomie, de nutrition. J'enseigne plutôt la physiologie des environnements extrêmes. Et au sein d'un laboratoire, du laboratoire Comet, qui est une unité mixte de l'INSERM et de l'université de Caen, eh bien, je développe des thématiques autour de, on va dire, la performance dans des environnements un petit peu compliqués. Donc des environnements plutôt qui amènent à de la grosse privation de sommeil, ou des environnements où il fait particulièrement chaud ou très très froid, et où les personnes qui sont engagées dans ces environnements-là vont devoir produire une performance. Alors ça peut être une performance physique, telle que dans le trail, l'ultra-trail, le cyclisme de longue durée, ou d'autres performances comme les nageurs qui vont par exemple s'aventurer sur des 25 km en eau libre ou la traversée de la Manche. Et puis, ça peut être aussi une performance plutôt professionnelle avec des agents qui vont devoir travailler dans des horaires un peu atypiques, des horaires de nuit, des horaires en 3-8, dans des environnements compliqués. Alors là, c'est plutôt des gens qui vont être dans les plateformes logistiques ou à l'armée ou les sapeurs-pompiers, par exemple. D'accord, donc tout ce qui est relatif aux environnements extrêmes et pas seulement lié à l'environnement naturel, mais plutôt aussi au décalage horaire, par exemple, quoi. Exactement. Donc évidemment, mes thématiques, moi, c'est plutôt tout ce qui est rythme biologique, chronobiologie et la variation de la performance au cours de la journée. D'accord. Ok. Je te laisse te présenter, Corentin. Donc bonjour. Moi, je suis ingénieur d'études au laboratoire Comet. Donc c'est un laboratoire de recherche de l'université de Caen. Je suis un appui pour les protocoles de recherche et je travaille surtout sur la performance en endurance et en ultra-endurance. Donc aussi bien sur des disciplines de la natation en eau libre, du triathlon, du trail, comme justement notre protocole cette année. D'accord, très bien. Donc, pour resituer le contexte, vous enregistrez en direct du laboratoire Comet, et c'est ce laboratoire qui a eu en charge, on va en parler plus précisément tout à l'heure, le trail scientifique de Clécy, c'est ça, Benoît ? Tout à fait, c'est ça. On va dire que d'un point de vue administratif, le protocole a été monté avec deux grandes institutions. La partie recherche, la partie du protocole a été assurée par le CHU de Caen. Donc, c'est notre équipe de Comet qui avons monté le protocole et qui l'avons déposé chez un promoteur, le CHU de Caen, qui en a assuré, on va dire, la partie scientifique. Et la partie course, puisque c'était
un trail à vocation scientifique. La partie course a été déposée en préfecture et a été portée par l'université de Caen. Donc l'organisateur de la course, c'est l'université. L'organisateur du protocole, c'est l'équipe INSERM. D'accord. J'aimerais bien, avant de rentrer plus en profondeur et plus en détail dans le trail scientifique de Clécy, qui a eu lieu, je rappelle, du 11 au 14 novembre 2021, Benoît, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ta relation avec le sport de manière générale et puis plus particulièrement avec le trail, personnellement? Ouais, c'est une longue histoire un peu. Enfin, en fait, moi, j'ai commencé le sport un petit peu. J'ai commencé par la course à pied à j'avais 12 ans quand j'ai commencé le cross-country. Et puis vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé le triathlon. J'en ai 48 aujourd'hui. Pas triathlon, mais âge, enfin année. En fait, une bonne partie quand je suis entré à l'université, en fait, je me suis retrouvé, comme beaucoup d'étudiants, sur un job d'été. Et je travaillais en 3-8 en fait. Et là se posait une problématique assez concrète puisque la plupart de la saison des triathlons, c'est entre le mois de juin et le mois de septembre. Et ces 4 mois de l'année, en fait, je travaillais dans une usine sur mon lieu d'habitation natal. Et j'étais confronté justement à l'aménagement de mes entraînements avec des horaires qui changeaient toutes les semaines. Donc c'était une vraie problématique. Qui plus est, à l'époque, dans les années 80, 90, 92, le triathlon, en fait, était un sport encore assez récent. Et c'était pas forcément considéré comme une seule et même activité sportive, mais plutôt comme l'enchaînement de 3 sports. Donc, avec finalement des entraînements qui se faisaient dans les 3, on va dire, 3 fédérations historiques, de natation, de course à pied et de cyclisme, sans forcément que ça soit considéré comme une même discipline. D'accord. Donc, j'avais pressenti qu'il y avait quand même une spécificité à cette activité-là. Et en fait, par curiosité, à la fois pour comprendre comment on pouvait s'entraîner quand on était en horaire atypique, et aussi trouver des solutions pour proposer des contenus d'entraînement concrets sur le triathlon. En fait, mon parcours universitaire m'a amené à rentrer à l'université de Caen, en STAPS. Et puis, c'est là que j'ai essayé d'approfondir un peu ces connaissances autour de la pratique à la fois du triathlon, mais aussi des spécificités liées au rythme biologique des horaires décalés. Et puis, l'ensemble de mes problématiques de recherche, j'ai fait mon doctorat finalement avec justement des gens qui s'entraînaient la nuit, en fait, qui s'entraînaient tout en travaillant la nuit. J'ai fait une thèse sur les rythmes biologiques des travailleurs postés et en quoi et comment l'activité sportive pouvait les aider finalement dans leur quotidien à synchroniser leur rythme, améliorer leur sommeil et améliorer leur qualité de vie. Et puis, j'ai toujours continué à développer des thématiques dans cet axe de recherche en allant plutôt travailler avec des sapeurs-pompiers professionnels. Et puis après, justement, avec un autre collègue de l'Université de Dunkerque, Rémi Urdiel, qui est spécialisé dans les problématiques de gestion de sommeil, eh bien, nous nous sommes dirigés en fait sur des protocoles sur des ultra-trails. Pour 2 raisons. D'abord parce que l'ultra-trail m'intéresse. Je suis originaire d'un course à pied. C'est une discipline qui m'interroge, qui m'intrigue beaucoup. Donc, par curiosité pour l'activité sportive, je me suis dirigé vers ça. Et puis aussi, je pourrais presque dire que si je considère que l'activité ne m'intéresse absolument pas sur le plan sportif, elle m'intéresse sur le modèle extraordinaire que ça va représenter. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à des disciplines courtes, le 5000, 10 000, éventuellement le semi-marathon, eh bien, quand on est coureur, ce sont des distances que l'on a l'habitude ou sur lesquelles on va courir. On fait régulièrement plus de 15-20 km sur des grosses séances d'entraînement quand on est coureur de 10 000. Alors que sur un ultra-trail, finalement, à aucun moment en dehors des séances d'entraînement, on ne va courir sur une distance d'entraînement de plus de 180 km. Donc, la situation un peu de crise aiguë que vont rencontrer les athlètes quand ils prennent le départ, eh bien, finalement, les amène à se dépasser, les amène aussi à, on va dire, physiologiquement et psychologiquement, trouver des solutions d'adaptation pour répondre à la spécificité de l'activité. Et en fait, c'est un modèle, on va dire, un modèle théorique qui nous permet en fait d'amener le sujet, on va dire, très en dehors de sa zone de confort, très au-delà de au-delà vraiment, on va dire, au bout de lui-même et jusqu'à la fin de l'épuisement de ses ressources. Et donc, de là, en fait, émergent des situations, des crises physiologiques que l'on rencontre très rarement ou que l'on pourrait rencontrer éventuellement dans d'autres situations, on va dire, des situations pathologiques, en fait. Souvent, on a les mêmes données
que des gens qui sont au service de réanimation. Donc en fait, c'est les modèles qui, d'un point de vue médical, nous intéressent aussi, hein, les modèles de dépassement. Donc on peut dire que le trail, je l'envisage de deux manières, la compréhension même de l'activité sportive, mais aussi la situation aiguë qui nous amène et qui nous permet de comprendre de manière très accélérée, hein, va révéler des comportements physiologiques. D'accord. Et toi, Benoît, en tant que pratiquant, tu as découvert le trail en quelle année? Bon, bah, j'ai envie de dire, avant que le mot trail Ah oui. n'existe, moi, voilà, j'habite à la campagne, donc j'ai toujours, finalement, très rapidement, la route n'était pas forcément mon terrain favori. Le stade municipal dans mon petit village ressemblait déjà plus à un parcours de trail qu'à une piste d'athlée. Donc finalement, j'ai toujours couru un peu dans les forêts, dans les sous-bois, dans des reliefs assez vallonnés, puisque j'habite dans une région qui était assez vallonnée à l'époque. Donc j'ai toujours pratiqué, voilà, de manière naturelle dans le trail. Et puis après, on a mis des mots sur ça, mais moi, ça a toujours été un peu mon activité. Après, j'ai jamais pris le départ sur des ultra trail parce que c'est quelque chose qui, sur le plan perso, pour l'instant, j'en suis pas là et j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais voilà, j'ai fait quelques Ironman. Voilà, c'est tout. D'accord. Corentin, de ton côté, si je te dis trail, ça t'évoque quoi? Bah, pour moi, trail, c'est un peu un sentiment de liberté, hein, c'est courir hors des sentiers battus, etc. Donc, Tu moi, je pratiques suis arrivé. toi-même? Comment? Tu pratiques le trail? Ouais, 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 je suis arrivé dans le trail il y a 3 4 ans. Avant, je viens de l'aviron, hein, donc totalement rien à voir. J'ai fait un peu de triathlon aussi. Puis rapidement, je me suis tourné vers le trail, puisque justement, c'était un peu ce sentiment de liberté, d'être en pleine nature, courir dehors tout simplement et prendre du plaisir. Benoît, si je reviens donc à ta pratique du trail et à ce que j'ai compris, l'ultra n'est pas forcément un objectif pour toi. Pour revenir plus précisément sur cet aspect-là, tu en as peur, tu as conscience que ça peut avoir des effets néfastes pour l'organisme ou c'est juste que c'est pas quelque chose qui est cohérent avec ta pratique? C'est plus quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à ce que moi je recherche dans la pratique de l'activité physique. D'abord, on a des contraintes. Moi, j'ai des contraintes professionnelles, j'ai des contraintes familiales et autres. Et pour l'instant, dans ce que j'entends en pratique sportive, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui correspond à mes envies, J'ai d'autres, il y a d'autres, j'ai d'autres situations sportives qui me permettent de me dépasser ou en tous les cas de me faire plaisir. Et voilà, pour l'instant, c'est pas une pratique qui correspond à mes attentes. Alors, j'adore courir en pleine nature, hein. J'adore faire des trails sur des distances maximales de 50, 60 km, ça me va bien. Et puis, voilà, tous les un an ou deux, je finis ma saison par un Ironman et ça me va bien. Voilà. D'accord. Pour en revenir plus spécifiquement au trail scientifique de Clécy, j'aimerais comprendre un peu la genèse de cet événement. Déjà, dans un premier temps, Benoît, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous décrire un petit peu cet événement et puis revenir sur l'idée de la création? Alors, en fait, on est arrivé sur le trail pour finalement comprendre comment est-ce qu'un athlète était capable de rester, entre guillemets, éveillé ou pas, parce que finalement, il y avait beaucoup de mythes et de croyances, hein. C'est vraiment pour nous scientifiques, notre plus grand ennemi, c'est souvent les idées reçues, les croyances, etc. Donc, on a ce devoir d'objectiver un peu tous les phénomènes. Et finalement, si on fait l'analogie avec la voile, pendant longtemps, on a dit que les marins étaient des gens extraordinaires qui ne pouvaient et qui ne dormaient pas pendant une route du Rhum ou un Vendée Globe. Et puis, quand on a commencé à mesurer ça, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même des gros épisodes de sommeil et que ces épisodes étaient proportionnels à la durée de la course. Et donc, finalement, dans le modèle du trail, on s'est demandé comment est-ce que les gens étaient capables, finalement, de rester éveillés au moins 24 heures pour les premiers, si ce n'est 48 heures pour le gros du peloton. Et comment est-ce qu'ils réussissaient à courir et quel était l'impact, justement, de cette privation de sommeil sur la performance. Alors, on a commencé à aller voir un petit peu ce qui se faisait dans la littérature. Et finalement, cette pratique nouvelle du trail est assez pauvre en termes de recherche scientifique. Alors, elle s'y intéresse de plus en plus. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes en France et dans le monde qui s'intéressent de manière un peu isolée au trail. Alors, quand je dis isolée, c'est que chaque laboratoire finalement a son domaine d'expertise et voilà, ses compétences. Donc, il y a des laboratoires qui travaillent sur le sommeil, d'autres sur le muscle, d'autres sur la glycémie, etc., etc. Et de manière assez isolée, les équipes essaient tant bien que mal de mener des protocoles sur cette discipline.
Et pour cela, finalement, il y a plein de moyens, on va dire, scientifiques d'investiguer une course. Alors, la première méthode, si on les énumère, et ça va m'amener justement aux conséquences et aux raisons pour lesquelles on a mis ce trail, hein, la genèse de ce projet, c'est que quand on est arrivé sur le trail, en fait, la première étude qu'on a fait, c'est une étude ce qu'on appelle pré-post. Donc, une étude pré-post, c'est on a une population que l'on prend au départ de la course. On va faire passer une batterie de tests. Alors, ça peut être des tests cognitifs, des tests sur on va dire, le niveau de vigilance, le niveau de force musculaire, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui font ça. C'est une méthode assez simple. Et on voit les coureurs à l'arrivée, on les récupère à l'arrivée et on leur a fait passer le même test. Et puis, finalement, on enregistre le delta, la variation entre le début et la fin. Donc, c'est relativement simple à faire. Mais ça pose quand même pas mal de soucis. Le premier souci, c'est que les gens qui vont abandonner cette course, eh bien souvent, on ne les revoit pas. On les revoit pas. Hein, c'est toujours un peu difficile pour un athlète d'abandonner. Et donc, en termes de démotivation et en termes de difficulté, parfois, il peut y avoir une grosse entorse ou un gros bobo. Donc, évidemment, c'est pas possible pour l'athlète de refaire ce post-test. Donc, il y a plein de raisons qui font que la population qui abandonne, on ne la voit pas à l'arrivée. Et c'est dommage parce que finalement, ce qui peut permettre d'expliquer les raisons d'un abandon ou les raisons de la performance, ben, c'est souvent, finalement, on apprend plus avec les gens qui ont malheureusement abandonné que les gens qui terminent. Et finalement, selon les variables, alors c'est pas des variables vraiment physiques comme la force, mais aussi des variables autour de la motivation, des choses comme ça, il y a une telle euphorie à l'arrivée, il y a une telle libération hormonale à l'arrivée, que finalement, il nous arrive d'enregistrer des performances qui sont meilleures à l'arrivée qu'au départ. Mmh. Après 180 km de course et après quasiment 48 heures de privation de sommeil. Et donc, finalement, on s'est dit, finalement, le trail, il n'y a pas de problème, tout va bien. Preuve en est, c'est que les mecs, ils sont même meilleurs à l'arrivée qu'au départ. Et puis, quand on a commencé à se dire, il y a peut-être d'autres raisons, justement, en termes de motivation qui expliquent ces résultats, on a commencé à faire des points de mesure pendant la course. Et si je prends l'exemple de l'UTMB, à 9 km avant l'arrivée, le dernier test, on a finalement souvent une diminution, une dégradation de plus de 80% de la performance 9 km à l'arrivée et on retourne à 110, 115% de performance après la ligne d'arrivée. Vous voyez, d'un point de vue méthodologique, finalement, avoir des points de mesure de la course, alors c'est pas un biais, mais il y a d'autres paramètres qui ne sont pas pris en compte, notamment l'effet euphorisant de l'arrivée. Donc, on a tout de suite compris l'intérêt d'avoir des points de mesure pendant la course, d'abord pour un petit peu avoir, on va dire, une idée de la dégradation de la performance. Est-ce que cette dégradation, quelle que soit la variable suivie, est-ce que c'est une dégradation qui se fait de manière linéaire, c'est-à-dire que très régulièrement, la performance va de manière linéaire se dégrader? Est-ce que c'est une performance qui va se dégrader dès les premières heures et puis finalement rester à un plateau très bas, mais suffisant pour performer? Par exemple, on pourrait imaginer que pendant les 5 premières heures, on a 80% de l'effondrement de la variable. Et puis finalement, après, on reste un peu sur la réserve et on gère ça tant bien que mal jusqu'à l'arrivée. Donc, on n'a aucune idée finalement de la manière dont ça se passe. On n'a aucune idée non plus de la manière dont ça se passe finalement avec l'effet durée de la course. C'est-à-dire que est-ce que cette fatigue, elle est identique si on court sur 20 heures ou sur 48 heures? Oui. Donc finalement, on a tout de suite imaginé des protocoles, ce qu'on appelle in situ, qui allaient nous permettre de manière continue, pendant la course, de faire des mesures. Donc, on a essayé de mettre ça en place. Alors, ça se fait de deux manières. Soit vous avez des dispositifs en ce qu'on appelle des biomarqueurs qui vont vous permettre de manière automatique d'enregistrer certaines variables. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, si vous voulez mesurer la glycémie, eh bien aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est facile et ça se fait bien. On met un capteur de glycémie qui va enregistrer toutes les minutes la concentration du sucre dans le sang et vous avez la glycémie en continu. Donc là, on a un beau reflet de ce qui se passe. On peut faire la même chose avec, par exemple, la température centrale ou des capteurs que l'on peut mettre sur les chaussures, qui sont des capteurs qui vont enregistrer la cinématique des paramètres biomécaniques. Donc ça, finalement, c'est facile à faire. Mais si vous voulez aller chercher d'autres paramètres ou vous demandez au coureur de s'arrêter, comme par exemple des mesures de force ou des mesures de motivation ou des mesures de vigilance, eh bien, ça demande, c'est déjà plus compliqué pour d'autres raisons. La première, c'est que il faut demander au coureur de s'arrêter. Et forcément, demander à un coureur de s'arrêter sur un ultra-trail, même si on n'est pas dans les mêmes problématiques que sur un 10 000, on peut s'arrêter, mais pas plus de 2-3 minutes, parce que après, ça pose d'autres problèmes au niveau de la barrière horaire et du chrono et de la performance, tout simplement. Donc, avoir des mesures, c'est pas simple.
Avoir des mesures aussi, ça demande d'avoir des équipes médicales dans les différents refuges, là où il y a les ravitaillements. Donc ça veut dire que tout de suite, on se retrouve avec un dimensionnement de personnel qui est assez monstrueux, avec un dimensionnement aussi de matériel. Imaginez si vous voulez faire une échographie cardiaque, au départ, une toutes les 30 km, donc ça fait 6 points de mesure, une à l'arrivée. Il vous faut je sais pas moi, 5-6 échographes par poste, fois 7 mesures, ça vous fait 42 postes d'échographie, ça vous fait 42 techniciens. Voilà, donc ça veut dire que c'est des protocoles qui sont très très gros. Et puis après, on a aussi des problèmes de calibration, c'est-à-dire que d'une machine à l'autre, parfois on a des petits, l'outil de mesure peut être parfois au niveau de la calibration un petit peu différent. Et finalement, les quelques pourcentages de calibration d'une machine à l'autre peuvent finalement effacer on va dire les variations qu'on enregistre d'un point à l'autre. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de voilà, ça pose de problématiques. Énormément de problèmes méthodologiques. Exactement. C'est clair. Et puis aussi d'ordre tout simplement très matériel. Demander à un organisateur de course de nous laisser quelques mètres carrés dans les stands de ravitaillement, c'est pas toujours facile. Ces stands de ravitaillement ne sont pas forcément équitablement répartis tout au long du parcours. Parfois, vous avez une variation de distance et de dénivelé entre deux points qui fait que finalement, on ne peut pas tellement standardiser l'évolution et la cinétique de nos paramètres. Donc, ça pose pas mal de problèmes. Alors, on peut faire des choses. Il y a des très, très belles études qui ont été faites. Je pense à mes collègues en Allemagne ou aux frères Millet, etc. Mais il y a eu pas mal de trucs sur l'UTMB, sur le Tour des Géants, sur l'UT4M, avec l'équipe de Samuel Vergès à Grenoble, etc. Donc, il y a pas mal d'équipes qui font des choses. Mais voilà, ça reste toujours un petit peu compliqué, on va dire, dans des conditions naturelles. Et là, c'est là où je pose mon autre question, c'est est-ce qu'il y a une course du format du Trail de Clécy ailleurs dans le monde? Est-ce que vous êtes la première équipe à avoir organisé cette course de cette manière-là? Alors de cette manière-là, ouais, en fait, il y a eu effectivement donc des courses dites simulées qui étaient un petit peu plus petites et dont l'objectif était essentiellement sur une variable, un aspect de la performance. Donc nous, on s'est dit, voilà, au regard justement de cette impossibilité, on va dire, méthodologique et matérielle d'œuvrer sur des courses réelles, eh bien, il nous fallait, en tous les cas, pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension des mécanismes de la performance, mettre en place vraiment et spécifiquement un protocole pour ça. Corentin, est-ce que je peux te poser la question, quel a été ton rôle dans la mise en place de ce trail spécifiquement? Alors, en amont, il y avait pas mal de dossiers, puisque comme une course, on a tous les dossiers préfecture à faire, etc. En plus de ça, on a une coordination scientifique à faire. Donc, j'étais un peu sur ces tâches-là. Et après, pendant le trail scientifique, moi, je m'intéressais à plusieurs variables. Donc, je suivais comment évoluait la foulée, tout simplement avec des petits capteurs dont Benoît a parlé, qu'on mettait sur les chaussures, donc un sur chaque. Et on regardait tous les paramètres de la foulée, donc le temps de contact au sol, la cadence, la pronation, etc., voir comment ça allait évoluer avec la fatigue. Et en plus de ça, les coureurs, ils portaient aussi un gilet, donc c'est un petit gilet en lycra qui permettait de recueillir pas mal d'informations physiologiques. Donc, j'avais la fréquence cardiaque. Derrière, on pouvait dériver avec la variabilité de la fréquence cardiaque. On avait la fréquence respiratoire, etc. Donc, on pouvait vraiment avoir un petit tracking physiologique pendant 156 km des coureurs. Donc, j'étais en charge de l'acquisition de ces données-là. Puis là, en ce moment, on est en plein dans le traitement. Donc, c'est assez lourd. Il y a du boulot. Ouais, exactement. J'aimerais revenir sur le début de l'histoire. La mise en place de ce dont tu parlais tout à l'heure, Corentin, la coordination entre les différents scientifiques qui ont été nécessaires pour réaliser cette opération, cette course. Est-ce que tu peux nous en dire plus, la complexité de regrouper tous ces scientifiques d'horizons différents? Parce que si je ne m'abuse, il y avait à peu près 50 ou 60 tests différents. Donc plusieurs domaines spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là, sur la coordination des scientifiques? Ouais, alors en fait, juste pour terminer sur l'histoire de la genèse, la problématique du trail, en fait, c'est qu'en fait, il y avait une grosse demande, en fait, on s'est aperçu qu'il y a une grosse demande, en fait, de la communauté du trail sur les données, sur les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que soit vous avez une formation de scientifique et à ce moment-là, vous êtes abonné aux différentes revues, Journal of Sport Medicine Science ou des choses comme ça. Vous allez chercher en fait des apports scientifiques. Soit effectivement, vous
lisez les magazines de trail, mais il n'y a pas de reproche en disant ça. C'est pas tellement dans ces magazines-là qu'on trouve des contenus scientifiques. Et donc, on s'était dit, l'humain est quand même complexe, c'est-à-dire qu'aborder la performance du trail uniquement par une seule variable, celle du muscle ou celle de la motivation, c'est quand même assez réducteur. Donc, on s'est dit, c'est quand même dommage. En France, en Europe, il y a quand même pas mal de labos qui s'intéressent au trail. Et on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de monter un protocole avec une approche, ce qu'on appelle intégrative, c'est-à-dire considérer on a fait très simple, on a fait un petit dessin, on a fait un petit bonhomme qui courait, et puis on s'est dit, voilà, quand on veut terminer un ultra trail, de quoi avons-nous besoin et quelles sont on va dire, les fonctions, les paramètres qui sont impliqués dans la performance. Donc pour faire un ultra trail, finalement, il faut avoir des capacités digestives et être capable de s'alimenter en continu. Donc ça veut dire qu'évidemment, en fonction de ce que vous allez absorber et manger, la composition même de votre ravitaillement est déterminante dans la performance. Ça veut dire que vous aurez une glycémie qui va rester à un certain niveau. Ça veut dire aussi que l'aspect musculaire, tant sur le plan traumatologique que l'efficience il faut investiguer ça. Il y a aussi toutes les problématiques de pathologie. Donc finalement, on a fait une grande cartographie en partant du pied, de la cheville, en passant par le genou, la hanche, le muscle, le tube digestif, et puis en finissant par le cerveau, à la fois sur la motivation et sur la capacité de fatigue centrale ou périphérique. On a essayé de tout comptabiliser, les paramètres biomécaniques, etc. On s'est dit, il faut à peu près tout ça pour être à peu près performant. Et on a regardé, en fait, quelles étaient les équipes qui avaient ce niveau d'expertise qui pouvaient répondre à la capacité à investiguer ces différents paramètres. Donc, on a contacté les différents laboratoires en essayant de mettre un projet. Ça s'est fait en 2017. Donc, répondu à la demande de quelques laboratoires. Et en 2017, sur un trail qui s'appelle le trail, vous connaissez forcément la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion, on a monté ce qu'on appelle une pré-manip, un pré-protocole. Alors, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait que 6 coureurs. Et on a monté déjà un premier protocole avec 7-8 variables. D'accord. Alors évidemment, on s'est confronté très rapidement à ce que j'évoquais tout à l'heure, la difficulté d'avoir différentes équipes dans les différents postes, dans les différents points. Alors en plus, la Réunion, c'était pas forcément très très pertinent parce que se déplacer sur l'île de la Réunion, si vous n'avez pas d'hélicoptère, c'est pas simple. Les routes sont sinueuses et pour aller de poste en poste, c'est pas simple pour les équipes scientifiques. Donc ça avait marché, mais on s'était dit si maintenant on veut mettre plus de tests et plus de coureurs, ça va être quasiment impossible. Donc c'est à la suite de ce premier protocole en 2017 que m'est venue l'idée en me disant si on veut aller plus loin, si on veut vraiment avoir cette approche intégrative avec vraiment on va dire une très belle vision de tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit, dans la tête des coureurs, donc avec plein d'équipes, il va falloir, on n'aura pas d'autre choix que de monter vraiment une course dédiée spécifique à ça, ne serait-ce que, par exemple, pour les temps d'arrêt qu'on va consacrer à la mesure des tests. Donc voilà, c'est comme ça que c'est un peu parti, cette histoire-là. Donc on a la chance en Normandie d'avoir alors ça peut être surprenant, mais la Normandie est un territoire surprenant. On a au sud du département du Calvados une région qui s'appelle la Suisse normande. Et en Suisse normande, en fait, on a un chouette terrain qui est très vallonné. Et donc, déjà, c'était un peu l'idée de ce protocole-là, c'était de le faire là-bas parce que le circuit s'y prêtait. Et puis, on a aussi, dans cette région de la Suisse normande, un centre d'hébergement, le centre de pleine nature Lionel Terré, une base qui nous a d'ailleurs accueillis et qui nous offrait en fait une structure d'hébergement, de logistique, de couchage et puis des grandes salles de réunion qui allaient nous permettre justement de délocaliser nos laboratoires scientifiques respectifs pour pouvoir nous installer au pied du circuit afin justement de monitorer tout ça. Donc, c'est comme ça que le projet est né et puis on a invité différentes équipes avec leur niveau respectif d'expertise. Donc, des équipes spécialisées sur le muscle, la fatigue musculaire, les échographies cardiaques, tous les paramètres des marqueurs inflammatoires, les paramètres de la glycémie, les paramètres de la motivation, etc. etc. Donc voilà, c'est comme ça un peu que l'histoire est née. Ok, très bien. Bon. Au niveau de la coordination de ces différents scientifiques, ça a dû prendre un certain nombre de temps, j'imagine, pour arriver à regrouper tout le monde. Comment vous avez contacté ces scientifiques-là et vous aviez déterminé au préalable donc tous les secteurs d'analyse que vous souhaitiez faire?
C'est ça, exactement. Donc à l'issue en fait, de ce schéma très simple, de ce coureur où on a essayé de comptabiliser voilà, tout ce qu'il y avait autour de la performance, eh bien, on s'est dit, bah voilà, par exemple, les paramètres de l'équilibration qui vont interférer avec la privation de sommeil, donc ce qu'on appelle le système vestibulaire, eh bien, c'est telle équipe du CHU qui travaille sur ça. Donc, j'ai directement appelé l'ensemble de mes collègues en leur disant, bah voilà, nous, on vous propose en fait de déposer en préfecture un circuit, donc de déposer en fait une manifestation sportive, une course. On se propose de vous héberger dans ce centre de pleine nature, de recruter une soixantaine de coureurs. Et puis finalement, on va essayer de trouver des protocoles miniaturisés, des choses assez rapides que l'on va faire avant la course, à l'arrivée de la course, 12 et 24 heures après l'arrivée de la course, mais aussi 6 points de mesure, puisqu'on était parti sur un circuit de 6 fois 26 km avec 1000 mètres de dénivelé par tour. Donc, ça nous amenait à un format de 154 km avec 6000 mètres de dénivelé. Et donc, à chaque tour, pour simplifier la lourdeur du protocole, à chaque tour, finalement, les coureurs retrouvaient la même équipe scientifique avec le même matériel dans les mêmes conditions. Donc là, finalement, on a toujours la même distance et le même dénivelé partout. Donc, on a un protocole qui est très standardisé et ça nous permet vraiment de regarder comment les paramètres évoluent. Voilà. Et puis, on a simplifié le protocole par la répétition de ces tests au même endroit. Vous avez donné la responsabilité à chaque scientifique de réaliser des tests avec leur propre matériel, ou c'est vous qui aviez, là je pose peut-être la question à Corentin, c'est vous qui avez mis en place tout le matériel et tous les protocoles et vous avez fait appel à ces scientifiques pour les faire? C'est eux qui sont venus avec leur matériel ou j'aimerais même un peu comprendre. En fait, vraiment chaque équipe était autonome du coup sur sa variable. Donc ça veut dire qu'ils devaient ramener leur propre matériel. Ils venaient vraiment avec leurs compétences et leur expertise. Donc, par exemple, je prends l'exemple pour les prises de sang. L'équipe qui était en charge des prises de sang venait directement avec ses infirmiers, ses infirmières pour les prises de sang, tout le matériel, etc. Nous, on organisait un petit peu la logistique aussi dans les salles pour répartir, telle équipe va dans telle salle, etc. Faire un plan de roulement pour que tout aille bien, etc. Mais voilà, vraiment, chaque équipe était autonome. Vous donniez un cahier des charges de ce que vous souhaitiez avoir comme résultat et eux, chaque scientifique avait en responsabilité les analyses à faire. Ouais, c'est ça. Alors, comme résultat, non, parce que le cahier des charges des résultats. Oui, le cahier des charges, Voilà. Le cahier des charges, c'était, mais c'est intéressant votre question, le cahier des charges, c'était surtout, il y avait deux contraintes. La première contrainte, c'est évidemment que le temps de manip soit le plus court possible, parce qu'évidemment, il ne fallait pas que le temps d'arrêt soit plus long que le temps de course. Donc, à titre d'information, voilà, les premiers couraient entre 2h40 et 3h20 au tour. Voilà, donc un format à peu près entre un petit peu moins de 20 heures de course pour les premiers. Les derniers ont mis 30-35 heures de course, je crois. Chaque arrêt durait combien de temps à peu près? Je crois 40 minutes, non? Voilà, et on était en moyenne, on a calculé le temps moyen était de 43 minutes d'arrêt par tour. D'accord. Alors ça peut vous paraître beaucoup. C'est vrai que si on se dit, finalement, c'est plus tellement une course, parce que 40 minutes d'arrêt, on a le temps de récupérer, etc. Eh bien, finalement, oui et non. C'est-à-dire que quand on regarde un peu la distribution, si vous êtes un petit peu curieux, et nous, les chiffres, on aime bien ça, parce que c'est notre métier d'être très objectif. Finalement, on va prendre un exemple simple, on va prendre une course qui est assez connue, on va prendre l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous regardez l'arrivée du premier, ça fait en 20 heures. L'arrivée dans le top 100, vous êtes en 30 heures, c'est-à-dire que vous êtes à 10 heures du premier. Et puis après, finalement, sur les 2200 coureurs ou un peu plus qui ont pris le départ, eh bien finalement, la plupart des coureurs, la distribution, la répartition de l'arrivée va se faire aux alentours de 40 heures. C'est-à-dire qu'entre 38 et 44 heures, la barrière horaire est à 46 heures, vous avez quasiment 80% du peloton qui arrive, je veux dire, à moins 5-6 heures de la barrière horaire. Et quand vous regardez le temps d'arrêt dans les stands de ravitaillement de cette catégorie-là, eh bien finalement, les temps d'arrêt qui sont très très longs, on a parfois des coureurs qui vont rester jusqu'à 1h40 dans les stands, parce qu'ils se reposent, parce qu'ils font une sieste, parce qu'ils prennent du temps pour manger, du temps pour recharger leur, on va dire, toute la technologie, les batteries, etc. Et puis éventuellement aussi, il y a des stands où on peut, des points de ravitaillement où on peut être en relation avec sa famille. Donc nous, on le voit bien, puisqu'on fait des manifs depuis une dizaine d'années, on voit bien ces coureurs qui errent, qui sont un peu perdus, qui sont un peu hagards, qui sont un peu déboussolés, qui cherchent leur frontale partout alors qu'elle est sur leur casquette.
voilà, il y a beaucoup de croyances sur ça, mais les gens s'arrêtent longtemps dans les stands de ravitaillement, surtout, je vous dis, le gros du peloton. Donc, quelque part, notre protocole, même s'il y a eu un temps d'arrêt obligatoire pour tout le monde pour faire ces tests, on n'est pas si loin que ça de la réalité, finalement. Mhm. C'est des tests qui n'ont pas été forcément de tout repos. Alors, les tests, les échographies cardiaques, hein, c'est un peu peinard, on est allongé sur le côté et puis pendant 10 minutes, on se fait manipuler pour avoir une échographie cardiaque. Mais il y avait les tests de force musculaire, des tests de détente verticale, des tests qui stimulaient énormément le système vestibulaire, etc. Donc, quelque part, c'était 40 minutes, mais pas à dormir et à faire une sieste. C'est la première contrainte, c'était d'avoir un temps assez court. Donc, ça voulait dire que les équipes devaient trouver des solutions d'enregistrement rapide. Et la deuxième contrainte, c'était d'être en capacité d'absorber le flux des coureurs. Donc, nous, on avait 60 coureurs. On s'était dit qu'on allait avoir à peu près un flux de coureurs d'à peu près 25 coureurs à l'heure. Alors au départ, le premier tour, c'était un peu le rush, hein. Tous les coureurs sont arrivés dans un mouchoir de poche, on va dire. Le deuxième tour, pour nous, c'était le protocole un peu le plus cool parce qu'il y avait déjà, on va dire, un égrenage et puis le peloton s'était bien effiloché. Donc ce deuxième tour était assez cool. Le troisième tour a déjà été plus compliqué parce que finalement, les premiers commençaient à rattraper les derniers. Oui. Finalement, notre laboratoire n'a jamais des amplis. Alors pour ça, on avait justement avec Corentin, on avait bien alerté nos confrères en leur disant, ben voilà, en fonction de la longueur de votre protocole, il faudra bien faire en sorte que vous puissiez être en mesure d'absorber au moins 25 à 30 coureurs à la minute, D'accord. à l'heure. Ouais. Donc si je prends l'exemple d'un test qui dure 3 minutes, ça veut dire que potentiellement vous faites passer 20 coureurs à l'heure, sachant qu'en pleine période Covid, il fallait un temps d'arrêt pour nettoyer l'ensemble des dispositifs, hein, passer un coup de lingette désinfectante, etc. Donc finalement, on réduisait de moitié on va dire, la capacité de passage. Puis après, souvent, il faut faire un petit clic, il faut enregistrer les données, valider le truc, relancer la procédure. Donc voilà, les chercheurs avaient pour mission de calibrer ça. Alors, du coup, il y a des postes où la mesure était ultra rapide. Il n'y avait qu'un poste avec un chercheur, enfin, deux chercheurs, puisque quand même le protocole a duré quand même 48 heures. Donc, les chercheurs, de temps en temps, allaient faire une petite sieste. Et puis, par exemple, je pense à mon collègue Amir Rodzi, qui est cardiologue au CHU à Caen. Lui, il avait 8 chaînes d'échographie pour faire les échographies cardiaques. Donc, 8 chaînes d'échographie et 16 techniciens, 16 médecins échographes pour réaliser les échographies. Donc, voilà, selon les variables, les dispositifs techniques et les moyens humains étaient quand même assez conséquents. Effectivement, sacrée organisation. Corentin, est-ce que tu peux nous dresser aussi un petit peu le tableau de, je sais pas si tu as eu en charge cet aspect-là aussi, l'aspect bénévolat, mais sur le parcours notamment, est-ce qu'il y avait des bénévoles qui indiquaient le chemin, etc. Est-ce qu'il y avait Oui, exactement. Bon, en fait, ce protocole il s'est fait aussi parce qu'on a eu énormément de bénévoles. Donc, il y avait plusieurs tâches, hein. Forcément, on a des commissaires courses. Donc, au total, on avait 150 bénévoles. Donc, on en avait 44 commissaires courses. Donc, ils étaient par duo, mais forcément, fallait faire des rotations, hein, puisqu'on n'avait pas laissé, c'était des étudiants staff, on n'avait pas laissé nos étudiants pendant 48 heures dehors. Donc, à chaque fois, pour un poste de contrôle, on avait 4 personnes. Après, forcément, ces personnes-là, fallait les conduire, donc on avait des chauffeurs en minibus. Pour l'aspect logistique, restauration, etc., on avait aussi des personnes en restauration. Après, les coureurs, on leur faisait passer, dès qu'ils arrivaient dans la base scientifique, ils se ravitaillaient, etc. Et pendant qu'ils se ravitaillaient, on leur faisait passer un questionnaire. Donc, on leur posait plein de questions, etc. Donc, à ces questions-là, on avait aussi des étudiants avec des tablettes, donc qui remplissaient le questionnaire au fur et à mesure, donc qui nous ont aidés pour les tâches scientifiques. En plus de ça, pour certaines variables, je pense notamment aux miennes, pour les gilets, pour les capteurs, etc. J'avais des étudiants avec moi qui m'aidaient, hein, puisque forcément, tout faire tout seul, c'est pas possible. Donc, ouais, on avait vraiment une grosse équipe de bénévoles, au total 150, sans qui tout ce protocole n'aurait pas pu se monter. Donc, des bénévoles aussi bien pour l'aspect course, comme une course classique, mais aussi bien pour l'aspect scientifique. Très bien, parfait. Comment a été recruté, on va dire, j'utilise le terme recruté, on va dire choisi, les participants en ce qui concerne le niveau, l'âge, le sexe? Est-ce que vous avez privilégié une catégorie de trailers ou vraiment l'objectif c'était d'avoir le panel le plus large possible? En fait, on a communiqué sur les réseaux sociaux, tout simplement. Le bouche-oreille, la communauté du trail est très, on va dire, très avide et très réseaux sociaux. Donc, on a publié l'annonce de recrutement.
en mettant ce qu'on appelle des critères d'inclusion, parce que ça reste évidemment une étude scientifique. Hein. C'était une course, mais avant tout une étude scientifique. Donc évidemment, il y avait un côté, on avait besoin de gens sensibles à une démarche scientifique, c'est-à-dire que les gens qui nous auraient dit, bah non, non, moi je viens, mais que pour courir, ça ne nous intéressait pas. Et de toute façon, on n'a pas eu de demande en ce sens. Hein. Les coureurs sont très demandeurs et recherchent justement à améliorer leur performance. Donc, se sont spontanément proposés dans cette course pour justement eux comprendre ce qui se passait. Hein. Souvent, les coureurs, on n'arrive pas sur l'ultra trail par hasard et on n'y arrive pas depuis la semaine dernière. Donc, c'est des gens qui ont quand même une bonne habitude de s'écouter, d'écouter leur ressenti, etc. Alors, les critères, ce qu'on appelle les critères d'inclusion, eh bien, évidemment, il fallait être en bonne santé, c'est-à-dire qu'on était évidemment sous couverture médicale d'un certificat de non-contre-indication à la pratique de l'ultra-trail, pas être inclus dans une autre étude scientifique, pas de, on va dire, de prise médicamenteuse, pas de traitement, etc. Enfin, des choses assez classiques finalement. Benoît, tu peux préciser pourquoi il ne devait pas être prise dans le cadre d'une autre étude scientifique? Ça m'intéresse. Bon, voilà, en général, c'est une règle éthique qu'il y a. Ne pas participer à 2 protocoles expérimentaux en même temps. Ok. Voilà, être enceinte, ne pas avoir, par exemple, un coureur qui serait venu de l'étranger, ça ne pose pas de problème, mais il ne fallait pas qu'il arrive, par exemple, la veille, puisqu'il aurait été sous la contrainte d'un décalage horaire de jet lag qui allait fausser les données. Enfin, voilà, des petites choses assez simples. Ne pas avoir fait un ultra trail la semaine avant, par exemple, des choses comme ça, évidemment. Et puis, en termes de niveau, eh bien, il fallait avoir réalisé au moins 2 ultra trails, dont un, parce que l'ultra trail, finalement, aujourd'hui, la définition, c'est une course de plus de 80 km, dont un d'au moins 100 miles, d'au moins 160 km, une fois dans les 2 dernières années, enfin précédentes, puisque en plus on était en période de Covid, donc un peu compliqué, mais voilà, d'avoir au moins réalisé ça. Tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de demandes de gens qui n'avaient pas forcément lu ces précautions. Et on a beaucoup de gens de novices qui n'avaient jamais couru plus de 20 ou 30 km. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui avait jamais fait plus de 20 km n'aurait pas pu terminer. Mais en tous les cas, au regard du coût, du travail que ça représente, si on avait eu 80% d'abandon, pour nous, ça aurait été un petit peu compliqué à justifier. Donc, on a quand même mis beaucoup d'énergie, surtout beaucoup d'argent sur la table pour ça. Donc voilà, il fallait quand même avoir un public averti. Et puis tout simplement d'un point de vue éthique, quand vous déposez un protocole, quand on lance un protocole expérimental, les chercheurs, en fait, notre protocole, il est expertisé par un autre CHU qui est tiré au sort en France. Et il y a une lecture du protocole pour savoir si ce que nous faisons, ça répond à une certaine déontologie, une certaine éthique. Hein. On peut pas tout faire et n'importe quoi dans la science. Heureusement, il y a des garde. Voilà, il y a commission qui expertise notre projet. Et on s'était dit, bah, évidemment, si la commission d'éthique se dit, vous allez faire courir des gens pendant 180 km, vous êtes complètement malade. Voilà, l'idée, c'était aussi de leur dire, attention, c'est une population avertie, une population entraînée qui a l'habitude de faire régulièrement ce genre d'épreuves. Donc voilà, c'était aussi ces critères d'inclusion, c'était aussi pour rassurer la commission d'éthique. Et finalement, voilà, on a eu tout âge, hein, on a eu des jeunes. Alors, on avait mis comme des critères d'âge de 24 ou 25 ans, 70 ans, l'âge maximal. Et puis, spontanément, finalement, quand on regarde un petit peu, si vous faites une étude démographique de la population des ultra-trailers, la population qui s'est spontanément présentée sur 60, elle est très représentative de ce qu'il y a au départ d'une course. C'est-à-dire que sur nos 60 coureurs, eh bien, on avait 14 femmes, donc un petit 25%. Alors, on est même un petit peu au-dessus, puisque sur les ultra-trails, souvent, on est plutôt à 11 ou 12% de femmes. Je crois qu'on était à 8%, je crois, sur l'UTMB cette année. Voilà, 8%. Donc là, on avait un petit peu plus de femmes. Voilà, une tranche d'âge autour, j'ai pas fait la moyenne encore, mais on doit être à 45 ou 44 ans, un truc comme ça, avec des plus jeunes 25 ans, les plus vieux 66. Donc voilà, population très représentative avec, alors on n'avait pas de coureurs élites, de grands coureurs élites, voilà, mais on a quand même un gars qui fait 6e à l'UTMB. On avait une belle représentation un chouette peloton, quoi. D'accord. Benoît, tu en parlais juste avant. Comment a été reçu un petit peu votre projet dans la communauté scientifique et notamment dans le milieu très niche de l'ultra-endurance? Je ne sais pas trop vous répondre à ça. En tous les cas, les gens à qui on a téléphoné pour leur proposer de
de participer à ça. Tous m'ont répondu de manière très positive en me disant, bah voilà, de toute façon, oui, effectivement, si on va avoir cette approche pluridisciplinaire et très intégrative, parce qu'en fait, la problématique de la recherche que nous faisions jusqu'alors, c'est que le fait de ne mesurer qu'une seule variable sur une course, eh bien, finalement, c'était parfois pas forcément réducteur, mais on ne pouvait pas forcément expliquer la performance uniquement par cette variable. Mhm. Et parfois, même la variable que l'on observait, ben, finalement, on pouvait juste la décrire, mais parfois, on ne la comprenait pas parce qu'il nous manquait d'autres paramètres. Donc, l'idée, c'était d'avoir une approche la plus globale possible pour essayer de répondre à la question qu'est-ce qui fait varier la performance ou quelle est la variable la plus importante et la plus impliquée dans un ultra-trail. Ça permet aussi après justement de recentrer ou de recibler l'amélioration des performances, de centrer et de focaliser notre effort sur certaines parties de l'entraînement. Hein. C'est toujours le challenge de l'entraîneur, c'est de développer des compétences, etc. Et donc, forcément, les chercheurs à qui on a proposé ça m'ont dit, bah oui, bah, c'est sûr que pour nous, ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre variable. Et puis, de toute façon, ce genre de protocole, enfin, je reprends un peu la citation de quelques chercheurs, m'ont dit, on a tous rêvé ce protocole-là, mais on n'avait pas forcément ni le temps, ni les moyens, tant humains que financiers, de le monter. Donc, tout le monde en avait rêvé, mais personne ne l'avait fait. Donc, ça a été plutôt bienvenu. Après, ceux qui n'ont pas répondu présent ou qu'on n'a pas invité, je ne sais pas, il faudrait leur poser leurs questions. Ça marche très bien. Justement, puisque tu parlais d'aide financière, vous avez, je crois, reçu l'aide de nombreuses organisations, notamment la région, me semble-t-il. Tu peux préciser? Alors en fait, quand on est chercheur, on passe, c'est un petit appel à mon ministère de tutelle. On passe parfois plus de temps à rechercher des fonds pour lancer nos projets que le temps que nous passons à traiter nos données et à écrire nos articles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en fait, aujourd'hui, pour monter un protocole de recherche, il faut trouver des sous pour différentes raisons. D'abord, l'achat des matériels spécifiques, des enregistreurs, etc. Les prestataires qui vont, par exemple, je prends l'exemple des prises de sang, il y a les prises de sang, il faut dépouiller les résultats, donc ça demande un coût des laborantins et un coût des laboratoires. Et puis, parfois, on a aussi des demandes de financement autour du financement de post-doctorants, donc des étudiants qui ont fait une thèse et qui sont chez nous en stage, en labo post-doc, et puis aussi le financement des thèses, des ingénieurs d'études, etc. Donc, ça demande pas mal d'argent. Et en fait, j'avais répondu à un appel d'offres proposé par la région Normandie autour d'un projet de l'adaptation en général. Donc, l'adaptation dans ces environnements un peu compliqués. Et dans ce même projet, finalement, il y avait 3 gros projets. Il y avait le projet du Trail de Clécy et il y avait un projet qui est actuellement dirigé par Adaptation Institute, qui est dirigé par Christian Clot, qui se décline en 2 axes. Il y avait le protocole Deep Time, peut-être que vous en avez entendu parler, hein, c'est un protocole de course à pied, mais c'est ces 15 personnes qui sont restées isolées dans une grotte pendant 40 jours. Donc nous, là-dessus, on travaillait sur la partie rythme biologique et sommeil, et est en train de se préparer un autre protocole qui s'appelle le protocole adaptation 4 fois 30 jours, où 22 personnes vont partir 4 fois 30 jours dans les 4 environnements les plus extrêmes climatiques de notre planète, donc du très chaud, du très froid, sec et humide à chaque fois. Et nous allons travailler dessus aussi sur l'adaptation physiologique dans ces environnements-là. Bon, c'est toujours un peu la même problématique, hein, c'est une situation de crise, et comment dans cette situation de crise, la personne est capable de s'adapter. Donc c'est un peu en analogie aussi au modèle du trail. Donc on a fait un appel à financement, et sur la partie du trail scientifique, on a une enveloppe de 350 000 euros. Alors ça peut paraître un peu impressionnant, mais je pense que c'est aussi intéressant d'en parler pour que les gens comprennent un petit peu quels sont les enjeux des protocoles scientifiques. Alors, à titre d'exemple, 350 000 euros, finalement, dessus, il y a un ingénieur d'études, Corentin, par exemple, qui va être salarié pendant 18 mois. On a aussi un post-doctorant qui est salarié pendant 1 an. Donc ça représente déjà quasiment 60% du montant. Et puis, je vais prendre un exemple simple, l'exemple des prises de sang. On avait 60 coureurs, on avait 8 prises de sang. Donc l'analyse des biomarqueurs et des marqueurs inflammatoires des prises de sang, avec le coût du consommable, hein, donc toutes les aiguilles, les seringues, les différents tubes, stockage, la carboglace, etc. Et puis surtout le coût de laboratoire, c'est 63 000 euros. On a fait l'enregistrement de température, donc là les coureurs avalaient une sorte de gélule
J'allais poser la question justement. J'ai vu ça sur le reportage qui est passé sur France 3 et France 5, il me semble, que vous aviez fait ingérer le magazine de la santé. On a eu un chouette reportage, une couverture qui a duré toute la durée du protocole, et avec un reportage sur 5 jours réalisé par Ludivine Favrel du magazine In Vivo, qui est proposé sur. C'était une chouette étude. Et donc, voilà, une gélule, ça coûte une 50aine d'euros, donc x 60, x 2-3 gélules par coureur, plus le capteur d'enregistrement, etc., etc. Donc, finalement, ça monte assez vite. Et puis, il y avait aussi le coût de l'allocation de la base de loisirs, puisque nous sommes restés quand même à 230 personnes pendant 5 jours là-bas sur place. Donc, hébergement, nourriture et tout. Puis, il y a aussi le coût de l'assurance. Évidemment, ces protocoles-là sont lourdement assurés, vous l'imaginez bien. Donc, voilà, tout ça, ça monte sur un projet qui dure que quelques jours, mais qui après est suivi par 2 salariés à temps plein. Donc, ça nous amène à un montant total de 350 000 euros, sachant que la plupart des équipes étaient sur le plan, elles apportaient leur propre technique, leur savoir-faire, et chaque équipe après était autonome par rapport à ça. Donc, les déplacements des différentes équipes, le coût des personnels des différents laboratoires et l'achat des différents matériels des autres équipes ne sont pas compris dans ce prix-là. Bon, après, la plupart des équipes avaient déjà leur matériel. Il y a juste un coût de transport et puis après un coût de recherche. Corentin, est-ce que tu peux, alors je sais que en tant que scientifique, c'est pas forcément une question qui est très judicieuse, mais pendant l'événement, est-ce que vous avez pu constater des signes inquiétants ou vous avez pu constater des résultats déjà visibles, tout du moins sans résultats scientifiques, quoi. Vous avez pu avoir des premiers éléments de retour. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on était sur un protocole non interventionnel. D'accord. Donc, ils n'avaient pas un feedback sur les données qu'ils avaient. Donc, par exemple, je prends l'exemple du capteur de glycémie. Les coureurs n'avaient pas leur glycémie en direct. Donc, ils travaillaient vraiment en aveugle pour justement ne pas modifier leur comportement, parce que sinon, on s'éloignait un peu de la réalité. Nous, on voulait vraiment reproduire ce qui se passait sur une course. Donc les coureurs n'avaient pas d'accès direct à leurs données. Après, là, dans le dépouillement des données, pour l'instant, on retrouve des choses qui sont un peu en accord avec la littérature scientifique actuelle, notamment sur la force musculaire, une diminution de la force musculaire, etc. Mais là, on est encore en plein dans l'analyse, hein, ça va prendre encore un petit peu de temps. D'ici fin mars, on aura vraiment les premiers gros résultats qui sortiront. Et là, je pourrais vraiment répondre à cette question. Et vous avez constaté, vous avez été obligé d'arrêter des participants? Il y a eu que des finishers ou ça s'est bien passé pour tout le monde? Alors non, on a 14 abandons. Mm-hmm. Effectivement, par exemple, tout à l'heure, on évoquait l'expertise de notre protocole en commission d'éthique. Donc, on nous demande justement d'anticiper sur ce qu'on appelle les pertes, les abandons. Donc, nous, on était partis sur finalement les statistiques que l'on rencontre classiquement sur les ultra-trails. Alors, souvent, les ultra-trails, c'est vrai qu'ils sont plutôt sur une saison estivale où on a des conditions météo qui sont un peu plus chaudes que ce qu'on a rencontré au mois de novembre en Normandie. Et donc, la fourchette basse d'un ultra-trail qui se passe bien, on est au moins à 30% d'abandon, si ce n'est à 65% quand on a des conditions très chaudes et humides, comme on a pu l'avoir il y a 2-3 ans sur l'ultramarin dans le Morbihan. Donc, nous, on était partis sur à peu près au moins 18 abandons. Nous n'en avons que 14. Donc, on est ultra satisfait de ça. Alors, évidemment, moi, mais quelque part, les gens qui ont abandonné, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, finalement, pour moi, pour nous tous, c'est d'une très, très grande richesse. Alors déjà, je tiens à les remercier toutes et tous parce que ceux qui ont abandonné ne l'ont pas fait de gaieté de cœur et sont vraiment allés très, très, très loin dans l'implication de leurs ressources, tant physiques que psychologiques. Et c'est peut-être aussi un biais, pas un biais, mais en tous les cas, je pense que s'il n'y avait pas le protocole expérimental sur le tracé et la difficulté du parcours, on aurait eu beaucoup plus d'abandons. La plupart des gens qui ont terminé m'ont dit voilà, on a vraiment terminé parce que les barrières horaires étaient un petit peu plus larges que sur une course classique, et puis surtout à la fin on avait un petit peu mis plus de temps sur les barrières horaires sur les 2 derniers tours. Dans tous les cas, les gens qui ont terminé
sont vraiment allés très très loin et les ultra-trailers, en tous les cas, sont des gens qui ont une grande capacité à se faire mal, entre guillemets. Puis ils ont certains aussi pris conscience de l'énormité de l'événement que vous avez mis en place et aussi ça force aussi à continuer, j'imagine, par moment, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ils se sont vus confier une mission. Ils m'ont dit, Mhm. voilà, on avait une mission scientifique à remplir et on est allé au bout de nous-mêmes pour remplir cette mission scientifique. Donc, quelque part, scientifiquement, on peut penser que pour au moins 4 à 5 coureurs, il y a eu, voilà, en conditions normales, elles auraient certainement abandonné, mais en tous les cas, je tiens voilà, à leur rendre hommage et à les remercier ici dans cette émission. Est-ce que vous avez eu, vous, en tant qu'organisateur, la nécessité de dire à des participants, vous-même, d'arrêter parce qu'ils n'étaient pas forcément, ou tous les abandons ont été faits de leur propre initiative? Ouais, c'est ce qu'on appelle un protocole non interventionnel. Ouais, Donc, donc ce nous, on que avait. disait Corentin, ouais. Ah ouais, ce que disait, hein, on a arrêté. Alors après, voilà, ça s'est fait. Les abandons qu'on a eus, en fait, c'était pas des gens qui étaient, qu'on avait marre. C'est vraiment des gens, soit il y a eu un Mhm. problème mécanique, donc une grosse entorse, et puis le genou qui s'est mis à enfler, ou là, manifestement, il y avait impossibilité de repartir. Donc là, c'était, même avec, on avait un gros staff. Hein, tout à l'heure, on a évoqué effectivement la présence des 130, 140 bénévoles que nous avions, plus tout le team paramédical. Donc, on avait l'école des ostéos de Nantes qui était là, des kinés de Caen qui sont venus, qui suivent régulièrement des trailers, et puis l'association Pas d'Oxygène qui était là via Olivier Garcin et ses collaborateurs. Donc, on avait un gros team, un gros team. Pour eux, c'était super intéressant aussi. Et on les remercie aussi parce qu'ils ont pu suivre, justement, contrairement à des courses qui se font en ligne. Il n'y a que 3-4 kinés dans chaque ravitaillement, chaque poste. Et puis finalement, les coureurs, il n'y a pas de suivi, quoi. Les kinés les voient comme ça ponctuellement et ne savent pas forcément ce qui va se passer après. Donc là, il y avait vraiment un suivi pré et per-course. Donc ils les ont vraiment bien chouchoutés. Et les gens qui ont vraiment abandonné n'ont pas pu faire autrement. On a eu un abandon pour des raisons gastriques. Hein, quelqu'un qui, dès le départ, au bout du deuxième tour, était vraiment malade. Enfin, malade. Trouble digestif, hein, qui est quand même une grosse problématique dans la communauté des coureurs. Donc, vomissement, diarrhée, etc. Donc là, abandon. Et puis, des coureurs qui ont abandonné aussi pour des raisons d'hypothermie. Alors, ça peut être surprenant. Souvent, c'est sur les ultra-trails, c'est plutôt de l'hyperthermie, souvent l'été. Là, on a eu deux hypothermies sévères. Donc, des gens, voilà, qui étaient fatigués, qui se sont mis à marcher, normal. Quand vous marchez, ben, vous avez une production métabolique qui est moins importante, une production de chaleur qui est moins importante. Peut-être un mauvais choix dans la tenue vestimentaire. Hein. Normandie, on avait un ressenti à -4, -5 avec beaucoup, beaucoup d'humidité. Et puis voilà, abandon pour hypothermie. Donc là-dessus, voilà. Donc on n'a pas insisté, on n'a pas encouragé les gens à abandonner, mais ils l'ont fait. Voilà. Ceux qui ont abandonné, ils ne pouvaient pas faire autrement. Au moins ces 14 personnes, effectivement, on va vraiment Nous, ce sont des données qui nous intéressent énormément, puisque finalement, c'est grâce à ces personnes que l'on va pouvoir aussi comparer les résultats avec ceux qui ont terminé. Et si on a des différences significatives entre ce qu'on appelle les finishers versus les non-finishers, eh bien, la compréhension de ces différences peut nous Bien sûr. expliquer aussi quelles sont les raisons de la défaillance qui fait, quel est le paramètre le plus défaillant qui finalement nous oblige à abandonner. C'est toujours intéressant aussi de travailler sur les abandons. Corentin, est-ce que tu peux nous dire si vous avez imposé du matériel obligatoire pour votre événement? Oui, oui, donc on s'est inspiré des courses classiques, hein, des ultra classiques, du coup, pour fournir une liste de matériel obligatoire, aussi bien pour assurer aussi le comité d'éthique, Mhm. mais aussi bien pour la sécurité des coureurs. Donc, on avait l'équipement classique, hein, la couverture de survie, la veste imperméable, un pantalon imperméable s'il faisait vraiment froid, plusieurs frontales, plusieurs couches de vêtements, etc. On était vraiment sur le matériel classique que vous pouvez retrouver sur tous les ultras, quoi. On n'avait rien de plus. D'accord. Très bien. Benoît, on va se projeter un petit peu sur l'après-course et l'analyse de ces données scientifiques qui vont en ressortir. Est-ce qu'on pourra utiliser ces résultats dans le cadre de la population générale? Alors, c'est l'idée d'un protocole et l'idée des scientifiques, et qui plus est, nous en sommes sensibles puisqu'on est enseignants-chercheurs, donc les scientifiques, si on traite nos données et qu'on les garde dans nos ordinateurs, ça n'a aucun sens. Si on les publie uniquement dans des revues scientifiques, c'est bien, mais ça ne profite qu'assez peu finalement à la communauté des coureurs. Et puis je pense aussi surtout à tous les gens qui sont autour des coureurs. Hein, je pense, l'autre jour, j'avais justement, tout à l'heure vous me parliez un petit peu de ce que je faisais dans ma vie perso, je cours encore. Assez régulièrement, j'ai besoin évidemment d'avoir une visite médicale
pour un certificat de non-contre-indication, et j'en parlais avec mon médecin généraliste qui me connaît depuis longtemps. Il me dit, finalement, nous, les médecins généralistes, on nous demande souvent ce genre de certificat, et les populations des sportifs un petit peu, pas extrêmes, mais qui font des atypiques ou sur des activités de longue durée, finalement, on a peu de connaissances. Et nous, par exemple, les médecins, on a beau être médecin, on n'est pas forcément formés pour délivrer en toute conscience un certificat de non-contre-indication. D'abord parce qu'on n'est pas équipé, on n'a souvent pas le matériel pour faire au moins un ECG au repos, encore moins à l'effort, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une grosse demande de la part des entraîneurs, des athlètes aussi, puisque la plupart des coureurs ne sont pas forcément tous licenciés. Le trail, c'est une activité de totale liberté, et souvent, on n'est pas forcément inscrit dans une association ou dans une institution cadrée, etc. Les entraîneurs pros ou amateurs, qui sont professionnels mais qui entraînent des pros ou des amateurs, n'ont pas forcément beaucoup de données. C'est souvent des données qui proviennent du marathon, qui proviennent de disciplines un peu plus vieilles, mais finalement, la spécificité du trail, le marathon, c'est quelque chose de très cyclique au niveau de la cadence gestuelle, c'est une épreuve de 2 heures, il n'y a pas de bâton, c'est plutôt plat. Donc finalement, tout ce qu'on essaie, tous les modèles qu'on essaie d'apporter dans le trail, finalement, ne sont pas des modèles précis ou qui ne correspondent pas, qui ne sont pas forcément adaptés. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros besoin de toutes les communautés, ne serait-ce que les laboratoires qui développent des vêtements, qu'est-ce que c'est qu'une membrane respirante. Alors aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'effets marketing, le mimétisme, de s'habiller comme les premiers, etc. Est-ce que ça nous correspond bien, etc., etc. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apporter à toutes les populations en général. Et puis, effectivement, les modèles que l'on va pouvoir sortir, on peut aussi très bien peut-être, je dis peut-être, aussi les transposer à d'autres disciplines, puisque finalement, on s'aperçoit que les problématiques soulevées dans l'ultra-trail sont aussi des problématiques que l'on rencontre dans d'autres disciplines. Je pense par exemple à la problématique de l'alimentation dans les épreuves d'ultra-endurance. Je pense à des épreuves comme le Paris-Brest-Paris en cyclo. Il y a pas mal de choses qui sont récurrentes, les problématiques de privation de sommeil, de gestion de sommeil, comment faire des siestes, etc. Donc l'idée, c'est d'apporter ces résultats-là et de les transférer à d'autres pratiques. Et puis peut-être aussi à des secteurs professionnels où on va devoir réaliser une performance de longue haleine. Je pense par exemple au feu d'incendie, sur des grosses campagnes de prévention comme ça, etc. Donc, on va devoir d'abord traiter nos données, les publier scientifiquement pour leur donner une caution scientifique. C'est-à-dire qu'un article scientifique, avant d'être publié, il est expertisé par nos pairs, par nos homologues chercheurs qui vont lire l'article, apporter une critique, etc., savoir si ce qu'on a publié, c'est bien cadré, et si notre méthodologie et notre traitement statistique est adéquate. Et à ce moment-là, si c'est accepté, on va pouvoir décliner ces articles scientifiques à des visées plus pédagogiques, on va dire écrites de manière plus simplifiée, et apporter des applications pour que les utilisateurs, les consommateurs de trail s'y retrouvent et puissent avoir des outils qui soient scientifiquement validés. C'est-à-dire que là, on ne va plus être dans l'impression ou dans on pense que, ou il faut faire ci, il faut faire ça. On va dire, nous, on a mesuré que dans telle situation, avec tel phénomène, voilà ce qui se passe. Et concrètement, voilà ce qu'on propose comme situation d'apprentissage. Très concrètement, juste avant de rentrer en interview avec vous, j'étais en train de finaliser le traitement de données. Moi, j'ai regardé un petit peu comment la force musculaire se dégradait au niveau de l'extension de la jambe, donc problématique des extenseurs, donc les quadriceps qui sont impliqués dans l'extension au niveau de l'articulation du genou. Et très concrètement, on s'aperçoit qu'on a des coureurs qui sont... on a tous un pied d'appel, vous le savez bien, mais on n'a pas tous la même manière, en fait, parce qu'on est latéralisé comme ça. Il y a des gens qui, par rapport à leur jambe d'appel, ne vont pas être capables de monter un obstacle. Entre elles, évidemment, il y a des petites marches à monter très, très régulièrement. Il y a des gens qui préfèrent piétiner pour finalement se propulser avec leur jambe d'appel et ne sont pas capables de se propulser avec leur jambe de non dominante, on va dire. Parce qu'ils n'en sont pas capables, soit ils n'ont pas la force, soit spontanément, ils ne répondent pas comme ça. Et à l'inverse, quand ils vont avoir un saut en contrebas à faire, on suit souvent des obstacles à descendre, ne sont pas capables de se réceptionner sur l'autre jambe que leur jambe d'appui, leur jambe d'appel. Donc finalement, la question, c'est comment, d'abord, est-ce qu'il y a une différence de force entre les finishers et les non-finishers? Est-ce que les premiers sont les plus forts au niveau du rapport poids-puissance?
Est-ce que finalement, il y a des grandes différences entre la jambe dominante et les jambes non dominantes sur le rapport poids-puissance ou sur la force pure? Est-ce que les gens qui sont, on va dire, latéralisés, qui ne sont pas capables de travailler uniquement avec leur jambe d'appel, et bien finalement, vont se fatiguer plus vite parce que c'est toujours la jambe d'appel qui fournit l'effort, versus les gens qui sont capables de travailler indépendamment et indifféremment de la jambe d'appui? Voilà, donc tout ça, c'est des questions qui peuvent nous permettre de proposer des situations d'apprentissage. Par exemple, si on s'aperçoit qu'il y a une dégradation prématurée de la jambe qui travaille systématiquement, ce qui serait pas aberrant, et bien de dire, essayez de mettre en place des situations d'apprentissage où vous allez systématiquement vous forcer à travailler sur la jambe non dominante ou des choses comme ça. Enfin, j'ai pas encore réfléchi au truc, mais c'est ça l'idée en fait de ce trail-là, c'est d'apporter une compréhension plus globale. Et puis après, l'idée aussi, c'est de nous mettre tous autour de la table, ce que nous allons faire le week-end du 26 mars. On se retrouve tous à Clécy. Là, on a fait le protocole avec tous les laboratoires. L'idée, c'est que chaque équipe présente ses résultats et les présente aussi devant tous les coureurs, puisqu'on leur doit quand même beaucoup et on leur avait promis de leur rendre un petit peu ces données, donc voir ce qui s'est concrètement passé. Et puis ensuite, trouver on va dire, des accointances ou des affinités scientifiques entre nous pour pouvoir nous permettre d'expliquer une variable. Par exemple, moi, si je m'aperçois que très rapidement, il y a un effondrement de la force musculaire et qu'en même temps, il y a, je ne sais pas moi, un phénomène au niveau de la motivation qui disparaît complètement et à la fois un effondrement de la glycémie, je peux dire, je vais essayer de pouvoir comprendre pourquoi ma force se dégrade. Est-ce que c'est parce que c'est une fatigue centrale? Est-ce que c'est une fatigue périphérique? Est-ce que c'est une problématique d'apport énergétique et de choses comme ça? Donc c'est ça l'idée en fait. J'ai l'impression que ça va être une véritable base de données qu'on pourra utiliser dans différents domaines, sur lesquels on pourra s'appuyer, dans différents domaines scientifiques, dans différents domaines même professionnels, etc. Ça, je pense que ça va faire avancer beaucoup de choses dans la compréhension de notre sport. Corentin, est-ce que tu peux nous dire par quels moyens on aura, nous, la possibilité de consulter ces résultats? Est-ce que vous allez les communiquer de manière publique, on va dire, là j'ai entendu parler, Benoît, du mois de mars. Est-ce que ça sera à peu près cette période-là? Ouais, alors après ce mois de mars-là, les équipes vont repartir un peu de leur côté, mais on va essayer de croiser nos données justement. Et à partir de toutes ces données-là, on communiquera aussi bien dans des congrès, dans des colloques, etc. Et l'objet aussi de ces études-là l'objet de toute cette récolte de données on va essayer de faire un livre pour vraiment transmettre aussi tout notre savoir, toute notre expertise qu'on a pu développer lors du travail scientifique pour le grand public, pour vraiment rendre accessible à tous ces données, quoi. On a un projet avec des gens qui sont très connus dans la communauté du trail, avec les frères Berg, avec Alexis le photographe. Salut Alexis. Voilà. Salut ici. Voilà, on a un projet d'écrire de manière collective un ouvrage un peu sur la même forme que la clinique du coureur. Je pense que c'est un ouvrage que beaucoup connaissent. Donc l'idée, c'est d'avoir un collectif de chercheurs, mais aussi des staffs, puisque les ostéos, les kinés, les podologues qui sont intervenus ont aussi beaucoup de choses à apporter. Des interviews aussi, je pense, de gens qui sont un petit peu en périphérie de la recherche. Je pense à Éric Lacroix, par exemple, et puis aussi à quelques coureurs qui pourraient nous apporter aussi le ressenti et faire naître de nouvelles hypothèses ou de nouvelles problématiques, parce que souvent, nous, on s'intéresse aussi pour être bien connecté avec la recherche et que ça soit très, très réaliste ce qu'on fait. C'est pour ça que d'abord, on est des passionnés, on pratique, mais on est aussi très sensible aux besoins, à ce que nous font remonter les équipementiers, à ce que nous font remonter comme problématiques les coureurs pour essayer d'y répondre scientifiquement parlant. Donc voilà, autour de cet ouvrage, on va essayer de faire un manuel plus qu'un beau livre d'images, mais un manuel, même si les photographies d'Alexis seront remarquables pour illustrer tous ces propos-là, mais un manuel en fait pratico-pratique qui va s'adresser à tout le monde, que l'on soit tout simplement passionné, sans aucune formation et aucune formation médicale, biomédicale ou scientifique, que ce soit un livre facile d'accès et puis qui puisse aussi apporter un petit chapitre complémentaire pour aller plus loin, qui s'adressera plutôt à la communauté des professions médicales, paramédicales et puis scientifiques. Donc vraiment construit sur la même base que le précédent ouvrage, la clinique du coureur. On peut l'estimer à une date de sortie à peu près quand ?
Voilà, c'est très, voilà, on a un échéancier qui est très précis. Fin janvier, il faut que l'ensemble des chercheurs aient produit leur texte. Des interviews qui seront réalisées de manière individuelle entre Frédéric et l'ensemble des chercheurs. Une mise en maquette au mois de juin et puis une sortie fin août 2022. 2022, juste avant l'UTMB. Super. Merci beaucoup Benoît. J'aimerais terminer. J'ai vu dans un des reportages que tu étais très ému lors de l'arrivée du dernier finisher de ce trail. Tu peux nous donner un petit peu ton sentiment par rapport à toute cette énergie déployée. J'ai l'impression que ça a été un peu le projet d'une vie, ça. Un projet d'une vie. Des projets, j'en ai eu déjà quelques-uns. Il y a eu des beaux projets déjà. On a fait des belles missions. On avait tous les protocoles que l'on mène sont toujours les protocoles de terrain c'est des protocoles qui sont pas faciles, qui sont des protocoles sans filet, on va dire, parce que au CHU à Caen ou ailleurs, on fait une manip. Déjà c'est confortable. On est dans le labo, on a du 220 volts. Si ça marche pas, voilà. Enfin, c'est plutôt sur le terrain. Dire aux gars, hop, excusez-nous, on a loupé le truc, on est au kilomètre 60, tout le monde retourne au départ et on recommence. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. On a l'habitude, hein, on a fait des protocoles. On a eu la chance avec l'équipe de faire des beaux protocoles sur le rallye du Dakar en Amérique du Sud en 2017, sur la Diagonale des Fous, sur des ultra-trails. On a aussi suivi des nageurs sur la traversée de la Manche. On a fait la mission solo avec Christian Clot dans les environnements extrêmes, le protocole Deep Time. Donc, ouais, on a eu des beaux protocoles. Mais ce protocole-là, oui, c'est vrai, c'est moi, entre guillemets, qui en ai eu l'idée, qui ai monté le dossier financier, etc. etc. Donc, c'était beaucoup de pression, puis tout à gérer, parce que quand c'est la première édition d'un premier truc, que ça soit une course, évidemment, il faut penser à tout, et puis on n'était pas forcément très bien organisé en termes de répartition du travail. Donc, on a un peu tout monté avec Corentin. On était quasiment 2 ou 3 à monter ça. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, tant sur le plan de la logistique purement course. Hein. Si des auditeurs nous écoutent et qui sont déjà organisateurs, ils vont savoir de quoi je parle. Hein. Déjà, organiser une course classique, c'est déjà, excusez-moi l'expression, mais un beau bordel. Donc, avec en plus la coordination des équipes scientifiques, la puissance électrique de la base, etc., etc. Voilà, c'était quand même beaucoup, beaucoup de responsabilités. Ça faisait 4 ans qu'on attendait ça. L'année dernière, ça avait été reporté pour des raisons Covid. Donc, oui, évidemment, comme tout le monde, quand le protocole se termine, les nerfs lâchent un petit peu. Il y a beaucoup d'émotions parce que déjà, les gens nous, on a été émerveillés en tous les cas de l'énergie que nous ont apporté les coureurs. On a vécu en vase clos pendant quasiment une semaine tous ensemble. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de relations qui se sont créées autour de cet événement. Les gens se sont particulièrement impliqués. On a eu beaucoup de patience de la part de tout le monde, tant pour les inclusions médicales que pour passer les tests. Il n'y a aucun coureur qui nous a dit voilà, j'en ai ras-le-bol, j'arrête, ça m'enquiquine de passer les tests, ça fait 8 fois que je me fais charcuter le bras pour faire des prises de sang. Mais tout le monde a été extrêmement prévenant, bienveillant, que ce soit les coureurs vis-à-vis des bénévoles, que ce soit les chercheurs vis-à-vis des coureurs et des bénévoles. Enfin, il y a eu vraiment un très, très beau travail d'équipe. Et oui, c'est normal que les émotions sortent à la fin. Bravo en tout cas, bravo pour pour ce magnifique projet. Alors je compte absolument sur vous pour refaire un épisode quand les résultats seront sortis pour faire un petit bilan de ce travail-là et de discuter un petit peu sur les résultats, les fameux résultats. Écoutez, avec grand plaisir, puisque le but, je vous dis encore une fois, le but c'est pas de garder ça pour nous, hein, c'est vraiment de dispenser, je ne vais pas dire la bonne parole, mais en tous les cas, de donner des données scientifiques, des données probantes, des données objectives, pour essayer de sortir un peu justement de ces mythes et ces croyances. L'idée, c'est d'apporter des outils qui vont permettre d'améliorer l'entraînement, de réduire les volumes d'entraînement, d'améliorer la santé des athlètes, de peut-être donner des préconisations sur la fréquence maximale du nombre de trails que l'on peut faire dans une année, etc. Voilà, l'idée, c'est ça. De vous inviter régulièrement aussi à communiquer autour de ces résultats et puis de vous inviter, j'ai envie de dire, pour 2023, puisqu'on a déjà des idées en tête, notamment de réitérer ce protocole scientifique, non pas l'année prochaine, parce qu'on n'aura pas encore toutes nos données, on n'aura pas encore tous nos résultats. Et donc, sans nos résultats, on ne pourra pas forcément avoir une idée très, très claire
ce que l'on a trouvé. Donc, pour remettre en place une étude, l'idée, ça ne serait pas de refaire une étude pour refaire une étude. L'idée, c'est d'apporter une étude avec un nouveau paradigme, avec une nouvelle hypothèse, une nouvelle variation à la variable pour faire changer un paramètre. Donc, je pense que 2 ans, c'est bien. 2 ans, ça permet aussi de laisser le temps aux différentes équipes de publier tout ça. On avait organisé aussi, juste en amont du protocole, un congrès qui s'appelait le congrès de l'ultra-endurance et des conditions extrêmes. Donc voilà, pareil, je pense que tous les 2 ans, ça laisse le temps à nos confrères chercheurs d'avoir de nouvelles thématiques à nous présenter. Donc voilà, on imagine très bien un protocole 2023 où cette fois, alors le protocole, j'ai envie de dire, il n'est pas complètement arrêté encore en termes de variables, mais en tous les cas, le design, ce serait plutôt une course de 48 heures. Alors là, on avait demandé effectivement à tous nos coureurs de faire ces 6 boucles de 26 km, donc sur un format de 154 km. Avec des premiers qui ont terminé aux alentours de 20 et quelques heures de course versus 35 heures, 36 heures les derniers. Là, on serait sur 48 heures de course pour tout le monde, donc forcément avec des distances très différentes. Mais en tous les cas, on aurait une constante sur la privation de sommeil qui serait identique pour tout le monde. Et donc, on verrait en quoi, justement, les effets de la privation de sommeil en fonction de la dépense énergétique et donc du kilométrage influencent la performance. Donc voilà, c'est un peu sur quoi on se dirige. Maintenant, il faut qu'on trouve des sous et puis il faut qu'on trouve du temps pour monter tout ça. Mais on est tellement passionnés que je crois que ça va. Ouais, je ne vais pas annoncer le truc, mais je pense que voilà, c'est déjà dans les tuyaux et on se revoit au moins en 2023, si ce n'est avant. Cool, on croise les doigts pour vous, pour ce nouveau projet. Et puis donc merci à Corentin, merci à toi Benoît, merci aussi à Simon. Merci à toi Nicolas. Merci à Simon Duguay qui a fait le lien entre vous et moi. Donc merci à lui pour la mise en contact. On attend impatiemment aussi. On a eu si vous tapez un petit peu sur YouTube pour pas faire de pub, mais voilà, sur YouTube il y a quelques belles. Il y a que quelques beaux reportages qui passent et puis on attend avec impatience le reportage de Simon Duguay aussi, qui devrait nous faire un chouette documentaire. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à tous les deux, passez une agréable fin de journée et puis merci pour votre transparence et puis pour toutes ces infos que vous nous avez données et à très vite pour débriefer sur les résultats. Merci à toi Nicolas, merci. Allez, au revoir, salut, merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Benoît Mauvieux et Corentin Ingrand. Je les remercie tous les deux du temps qu'ils m'ont accordé dans cet emploi du temps plus que chargé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, vous pouvez taper Let's Try le podcast sur Instagram et Facebook, ou alors vous pouvez me rejoindre également à Nicolas Guilleneuf sur Strava ou LinkedIn. Et n'oubliez pas, il y a également la tribu des Patreons sur Strava si vous intégrez la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut